Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'univers de l'homéopathie. Bonjour Sam. On va explorer une notion qui est vraiment centrale, le profil homéopathique. Alors, qu'on soit complètement novice, juste un peu curieux, ou même déjà utilisateur régulier qui cherche à creuser un peu, comprendre ce concept, ça peut vraiment éclairer pas mal de choses sur cette approche de soins. Mhm. Notre objectif, c'est simple. On va essayer de découvrir ensemble ce qu'est exactement ce profil, pourquoi il est si important en homéopathie, et puis comment on peut commencer à peut-être identifier le sien ou celui de quelqu'un de notre entourage. Oui, poser des bases. Exactement. On s'appuie pour ça sur des connaissances, des textes qui expliquent la méthode en détail. C'est parti pour cette exploration. Allons-y. Alors, peut-être pour commencer, un petit rappel rapide sur les fondamentaux. L'homéopathie, ça a été fondé au début du 19e siècle par un médecin allemand, Samuel Hahnemann. Oui, Et le grand principe, celui qu'on cite tout le temps, c'est similia similibus curentur. le fameux... Voilà. Le semblable guérit le semblable. L'idée de base, c'est qu'une substance qui, à dose normale, provoque certains symptômes chez une personne en bonne santé, pourrait, mais à des doses vraiment très très faibles, aider à soigner des symptômes similaires chez une personne malade. D'accord. Et ces doses très faibles, c'est la dilution, c'est ça? C'est ça, il y a la dilution, donc on dilue énormément la substance de départ, et puis il y a un autre processus clé, la dynamisation. C'est une agitation spécifique à chaque étape de dilution. Hmm. Selon la théorie homéopathique, c'est ça qui libère l'action du remède. Bon, c'est une approche qui a bien sûr évolué depuis Hahnemann. Elle est utilisée un peu partout dans le monde et elle suscite toujours beaucoup d'intérêt, mais aussi, il faut le dire, parfois des discussions, des débats. Bien sûr. Alors, si je comprends bien, il y a différentes façons d'utiliser l'homéopathie. On entend parler de remèdes pour, mettons, un rhume qui arrive d'un coup. Oui, l'aigu. Voilà. Et puis, d'autres fois, on parle de traitements plus profonds sur la durée. C'est là que cette histoire de profil intervient. Exactement. On distingue principalement deux grandes catégories d'utilisation. D'un côté, on a les médicaments qu'on appelle symptomatiques. Ça, c'est pour une affection aiguë, ponctuelle, une toux qui vient d'apparaître, une indigestion après un repas trop riche, ce genre de choses. Ok. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les médicaments de fond ou de terrain. Et là, oui, pour choisir le bon médicament de terrain, la notion de profil homéopathique est absolument essentielle. D'accord. Parce que ce remède de terrain, lui, il ne vise pas juste le symptôme du moment, là, la toux ou l'indigestion. Non, il s'adresse à l'individu dans son ensemble, à ses prédispositions, à sa manière générale de réagir, de tomber malade. Ah oui, c'est plus large. Beaucoup plus large. On va prendre en compte son tempérament, son comportement, ses antécédents médicaux, familiaux, ses sensibilités particulières. L'objectif, c'est vraiment d'agir plus en profondeur. Souvent, c'est pour renforcer l'organisme face à des maladies chroniques ou qui reviennent tout le temps, ou même parfois en prévention, pour aider le corps à garder son équilibre. D'accord. Mais alors, ce profil homéopathique, définissons-le un peu plus. C'est quoi, concrètement? Une sorte de carte d'identité, mais vue par l'homéopathie. C'est une bonne image, oui, on pourrait dire ça. Les textes de référence parlent d'une empreinte détaillée de l'individu. Ça va bien au-delà de la maladie ou des symptômes qu'on voit tout de suite. Mhm. On cherche vraiment à saisir l'ensemble des caractéristiques de la personne. Bien sûr, les aspects physiques, mais aussi, et c'est très important, les traits de personnalité, la façon de vivre ses émotions, les réactions habituelles. C'est une tentative de comprendre ce qui rend chaque personne unique dans sa façon d'être et de réagir au déséquilibre, quoi. Ce qui est assez frappant là-dedans, c'est l'individualisation très poussée. Ça veut dire que si deux personnes ont, je sais pas, des migraines par exemple, Oui. mais elles n'auront pas forcément le traitement de fond. Ah ben, très probablement pas. C'est un point absolument crucial en homéopathie de terrain. Deux personnes qui souffrent de migraines à répétition pourraient tout à fait se voir prescrire des remèdes de fond très différents. D'accord. Et pourquoi? Ben, parce que leur profil global, leur terrain, comme on dit, n'est pas le même. L'une sera peut-être de nature très anxieuse, toujours frileuse, avec des douleurs pulsatiles améliorées par le froid. L'autre sera peut-être plutôt colérique, ayant toujours trop chaud, avec des migraines qui arrivent après un excès de table. Je vois. Le type de douleur, quand elle arrive, ce qui l'améliore ou l'aggrave, ce qu'on appelle les modalités, les autres symptômes qui vont avec, le tempérament général, tout ça, ça va nous orienter vers un remède spécifique qui correspond à son tableau unique à elle. L'individualisation, c'est vraiment
la clé de voûte de cette approche de terrain. C'est une approche très très personnalisée, effectivement. Et comment on fait pour démêler tout ça? Quelles sont les informations importantes, les pistes concrètes pour essayer de dessiner ce portrait? Alors, pour essayer de cerner un profil, l'homéopathe, il va généralement explorer 3 grands domaines, qui sont d'ailleurs très liés entre eux. D'accord. Premièrement, il y a les symptômes physiques et leurs modalités. On ne se contente pas de noter mal de dos. Non, on cherche à comprendre comment ce mal se manifeste. Le détail. Exactement. Est-ce que c'est une douleur qui brûle, qui pique, qui tire? Ou exactement, est-ce que ça va mieux quand on bouge ou quand on reste immobile? Est-ce que la chaleur soulage ou au contraire le froid? Quand est-ce que ça arrive le plus souvent? Le matin, le soir? Ah oui. Et puis, on s'intéresse aussi aux tendances générales. Est-ce que la personne est particulièrement sensible au froid, au vent? Est-ce qu'elle a une digestion plutôt lente? Des troubles du sommeil qui reviennent? Une peau très sèche? Donc même des choses comme être frileux ou transpirer, d'une certaine façon, ça compte. Tout à fait. Chaque petit détail physique, chaque modalité, c'est-à-dire ce qui aggrave ou améliore un symptôme, apporte une information qui peut être super précieuse. D'accord. Ça, c'est le premier axe. Oui. Deuxièmement, on explore les traits psychologiques et le tempérament. Quelle est la nature profonde de la personne? Est-elle plutôt introvertie, réservée, dans son monde, ou au contraire très extravertie, bavarde, communicative? Mhm. Est-ce quelqu'un de très méticuleux, très ordonné, qui aime que tout soit carré? Ou plutôt quelqu'un de plus désordonné, peut-être plus artiste, plus créatif? Comment elle gère la pression, le stress au travail ou dans la vie? Est-ce qu'il y a des peurs, des anxiétés qui dominent? La structure mentale, le caractère, c'est vraiment fondamental pour définir le profil. Et le troisième axe? Et troisièmement, ce sont les réactions émotionnelles. Comment la personne vit et exprime ses émotions? Est-elle facilement irritable, soupolée, ou au contraire très patiente, calme? A-t-elle une tendance à la tristesse, à la mélancolie, ou est-elle plutôt d'un naturel joyeux, optimiste? Oui. Comment réagit-elle quand on la console? Est-ce que ça l'aide ou est-ce que ça l'agace? Comment elle prend la contradiction? La perte? Est-ce qu'elle pleure facilement? La sphère émotionnelle, c'est un indicateur très très sensible de l'état général et ça peut vraiment orienter vers certains remèdes qui sont connus pour correspondre à des schémas émotionnels particuliers. On voit bien que c'est une enquête très très fouillée, qui cherche vraiment à comprendre la personne sous toutes ses coutures. Mais alors, pour quelqu'un qui nous écoute et qui se dit «Tiens, c'est intéressant», comment on peut commencer, à son propre niveau, à observer un peu ces aspects chez soi? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour mieux se connaître dans cette optique? Oui, bien sûr, la base de tout en fait, c'est l'auto-observation. C'est une démarche qui est accessible à tout le monde et qui peut être incroyablement éclairante, même en dehors de l'homéopathie d'ailleurs. Apprendre à s'écouter, quoi. Exactement. Apprendre à s'écouter, à prêter attention aux signaux que notre corps et notre esprit nous envoient en permanence. Comment je me sens là, aujourd'hui? Physiquement, comment ça va? Et émotionnellement, est-ce que j'ai bien dormi? Qu'est-ce qui a pu influencer mon humeur ou mon niveau d'énergie aujourd'hui? Mmh. Il faut aussi observer nos réactions aux facteurs extérieurs. Est-ce que je suis sensible à la météo? Quand il pleut, est-ce que ça me plombe le moral? Certains aliments me conviennent-ils mieux que d'autres? Comment je réagis au bruit, à la foule, ou au contraire à la solitude? Les envies alimentaires aussi, vous en parliez? Oui. Quelles sont mes envies alimentaires fortes, récurrentes? Est-ce que je suis plutôt attirée par le sucre, le salé, l'acide, l'amer? Mon niveau d'énergie, est-ce qu'il varie de beaucoup dans la journée? Est-ce qu'il y a un coup de pompe systématique à une certaine heure? C'est vraiment un travail d'attention à soi au quotidien. Du coup, tenir une sorte de journal de bord personnel, ça pourrait être une bonne idée. Ah, mais précisément, c'est même un outil très concret et qui est souvent recommandé par les praticiens. Noter régulièrement, pourquoi pas tous les jours, ces symptômes physiques, leur nature, leur intensité, où ils sont quand ils apparaissent, mais aussi son état émotionnel, l'humeur, le niveau de stress, l'anxiété, ses habitudes de sommeil, ses envies. D'accord. C'est précieux pour 2 raisons principales. D'abord, ça aide vraiment à prendre conscience de ses propres schémas de fonctionnement, de ses sensibilités, de ce qui nous déséquilibre ou au contraire nous fait du bien.
Rien que ça, c'est déjà une super étape vers une meilleure connaissance de soi. Oui, c'est déjà énorme. Et ensuite, si on décide d'aller voir un professionnel, un médecin homéopathe ou un praticien, ce journal, ça constitue une base d'informations extrêmement riche et surtout précise. Ça permet aux praticiens de gagner du temps et d'avoir une vision plus fine, plus objective des tendances de fond de la personne, au-delà de ce qu'elle peut dire spontanément pendant la consultation. D'accord. Pour rendre tout ça encore un peu plus concret, peut-être qu'on pourrait regarder quelques exemples de profils types qui sont décrits dans les livres d'homéopathie, mais en gardant bien en tête que ce sont des généralisations, hein, des archétypes. Oui, absolument. Ces portraits robots, ils sont utiles pour illustrer la démarche, pour voir comment l'homéopathie essaie de relier des aspects physiques, mentaux, émotionnels, qui pourraient sembler un peu séparés au premier abord. Alors on peut en prendre peut-être trois parmi les plus connus. Volontiers. Par exemple, Argentum nitricum. On le décrit souvent comme le précipité, l'agité. C'est typiquement une personne qui est souvent anxieuse, toujours pressée, impatiente. Elle peut avoir peur de plein de choses. Le vide, passer un examen, les endroits fermés. L'anxiété d'anticipation. Exactement. Mais elle peut aussi être très vive d'esprit, extravertie. Physiquement, on note parfois une tendance au tremblement, des vertiges. Et un signe très très caractéristique de ce profil, c'est une forte envie de sucre, de sucrerie. Ah, Au niveau des fragilités, on pense souvent aux troubles digestifs, comme les ballonnements, les éructations, parfois des ulcères liés au stress. d'accord. Un autre exemple. Alors, Nux vomica. Lui, on l'associe souvent au stressé, au surmené de la vie moderne. C'est un peu le profil type de la personne, très active, ambitieuse, perfectionniste, Mhm. qui peut être assez irritable, voire colérique, surtout si on la contrarie ou si les choses ne vont pas si vite à son goût. Elle est souvent sensible au froid et recherche les stimulants, le café, l'alcool, les plats épicés. Classique. Voilà. Physiquement, les troubles digestifs sont vraiment au premier plan, des spasmes, des brûlures d'estomac, de la constipation. Et un autre signe fréquent, c'est l'insomnie, surtout en deuxième partie de nuit, avec un réveil vers 3 ou 4 heures du matin et l'impossibilité de se rendormir parce que l'esprit mouline. Ah oui, je vois bien le tableau. Et un troisième homio. On peut prendre Pulsatilla. Là, on est plutôt dans le registre de l'émotif, du changeant. C'est un profil qui correspond souvent à une personne douce, sensible, parfois timide, dont l'humeur peut changer très vite. Elle passe facilement du rire aux larmes. D'accord. Elle a souvent besoin de réconfort, de consolation, et elle se sent mieux au grand air frais. Physiquement, elle associe souvent à une certaine frilosité, mais paradoxalement, elle n'aime pas la chaleur confinée, les pièces surchauffées. Elle n'a généralement pas très soif. Et les troubles peuvent être assez variés. Des problèmes digestifs, surtout après avoir mangé gras, des troubles circulatoires type jambes lourdes, des problèmes ORL comme des rhumes qui traînent, des otites ou des troubles gynécologiques. C'est fou quand même de voir ces liens qui sont faits entre le tempérament, les émotions, les goûts alimentaires même, et puis les faiblesses physiques potentielles. Mais on le redit bien, ce ne sont que des illustrations pour comprendre la logique. Absolument. Personne n'est juste Nux vomica ou juste Pulsatilla. Ah, mais c'est crucial de le rappeler, merci. Ces profils sont des guides, ce sont des archétypes qui sont basés sur des centaines d'années d'observation clinique par les homéopathes. Ils aident à comprendre la démarche, mais attention, l'autodiagnostic basé uniquement sur ces descriptions, ce serait vraiment une erreur. Oui, Chaque personne est une mosaïque bien plus complexe que ça. La détermination précise du profil et surtout le choix du bon remède de terrain avec la bonne dilution, la bonne fréquence de prise, ça demande vraiment une analyse approfondie par un médecin ou un praticien homéopathe qui est formé pour ça. c'est un travail de professionnel. Lui seul pourra, après un interrogatoire vraiment détaillé, qui explore tous les aspects de la personne, son histoire, ses symptômes, ses réactions, tout ce qu'on a dit, identifier le ou les remèdes qui semblent les plus justes à un moment donné. Et cette idée de moment donné, c'est intéressant. Est-ce qu'un profil homéopathique s'est fixé une fois pour toutes ou est-ce que ça peut bouger au cours de la vie? C'est une excellente question. On considère généralement qu'il y a un terrain de base, des tendances constitutionnelles, qui restent relativement stables tout au long de la vie. D'accord. Mais l'expression de ce terrain, elle peut tout à fait évoluer avec l'âge, avec les expériences qu'on vit, les maladies qu'on traverse, les changements importants dans notre environnement ou notre mode de vie. Certains aspects du profil peuvent s'accentuer à une période ou d'autres s'atténuer. Donc le traitement peut s'adapter. Exactement. Un bon suivi homéopathique, ça tient compte de cette dynamique. Le praticien va réévaluer régulièrement si le remède de fond est toujours le plus adapté ou s'il faut l'ajuster, voire en changer.
Donc oui, le remède de fond peut parfois changer au fil du temps. Bien, donc si on essaye de résumer un peu notre exploration d'aujourd'hui, comprendre son profil homéopathique, ça s'inscrit vraiment dans une vision du soin qui est très personnalisée Oui. et qui cherche à agir sur les causes profondes des déséquilibres, sur le fameux terrain, plutôt que de juste masquer les symptômes. C'est une approche qui vise un bien-être peut-être plus durable. C'est tout à fait ça. L'accent est vraiment mis sur l'unicité de chaque personne. Et peut-être pour répondre à quelques questions qu'on entend souvent, oui, l'homéopathie est basée sur ce principe de similitude dont on a parlé, et elle vise une approche globale de la personne. Mhm. Les remèdes, du fait de leur très haute dilution, sont généralement réputés pour leur bonne tolérance. On ne s'attend pas à des effets secondaires chimiques directs, comme avec des médicaments classiques. D'accord. Ils peuvent souvent être utilisés en complément d'autres approches, y compris des traitements conventionnels. Il n'y a pas forcément d'interaction médicamenteuse au sens pharmacologique. Et pour les enfants, les femmes enceintes? Oui, leur sécurité d'emploi présumée, liée justement aux dilutions extrêmes, fait qu'ils sont très couramment utilisés chez les tout-petits, les enfants, et aussi pendant la grossesse ou l'allaitement. Mais attention quand même. Oui, attention, point essentiel, l'homéopathie ne prétend absolument pas remplacer un traitement médical conventionnel qui serait indispensable, notamment bien sûr en cas de maladie grave, aiguë, ou qui nécessite une intervention médicale spécifique, chirurgicale ou autre. C'est complémentaire, pas alternative dans ces cas-là. Voilà, la démarche la plus sûre, la plus pertinente, c'est toujours d'en discuter avec un professionnel de santé qui est qualifié en homéopathie et qui pourra évaluer la situation globale. Merci beaucoup pour cette synthèse très claire. Franchement, tout ça, ça invite à porter un regard un peu différent, peut-être plus attentif, plus curieux sur notre propre manière de fonctionner au quotidien, hein. Tout à fait. Et ça soulève une dernière petite réflexion pour la route. Au-delà de la recherche d'un remède pour un problème de santé donné, est-ce que tout ce processus d'identification de son profil, cette démarche d'auto-observation attentive que ça demande, est-ce que ce n'est pas en soi une occasion assez fascinante de mieux se comprendre, de découvrir des facettes de soi, physiques, émotionnelles, mentales, qu'on ignore peut-être un peu? C'est qu'une très belle ouverture, oui. On serait d'ailleurs très curieux de savoir si cette discussion a résonné chez ceux qui nous écoutent. On sait qu'il existe diverses ressources, parfois même des petits quiz en ligne, qui peuvent donner des pistes, des indications sur son profil, mais toujours en gardant à l'esprit que ça ne remplace pas un avis professionnel pour un vrai traitement. Bien sûr, ce sont des pistes de réflexion. Exactement. Alors si certaines personnes parmi vous ont déjà fait cette démarche d'explorer leur profil homéopathique, ou si notre échange a suscité des réflexions, des expériences personnelles que vous aimeriez partager, surtout n'hésitez pas. L'espace des commentaires est là pour ça. Vos retours sont toujours très enrichissants pour tout le monde. Oui, partagez vos expériences. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration Merci. et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles découvertes.